Il existe deux manières de parler de l'art, de la période ou du style baroque en histoire de l'art. La première est formelle et a été définie par l'historien de l'art Heinrich Wölfflin, qui considère qu'il est préférable de faire du baroque, mais aussi du classicisme, qui lui oppose, une catégorie formelle. Le classicisme serait linéaire, privilégiant les contours, privilégiant les plans parallèles, la forme fermée et la pluralité, dans le sens d'une clarté absolue. Le baroque serait au contraire pictural. Il favoriserait l'unité d'ensemble, il privilégierait la profondeur, la forme ouverte, l'unité, et cela dans le sens d'une clarté seulement relative, plutôt au profit de l'effet. Wölfflin indique que ces cadres peuvent être utilisés pour analyser, en principe, n'importe quelle œuvre d'art, de n'importe quelle période. Mais il souligne aussi qu'ils sont plus pertinents pour qualifier la production artistique du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, où ces cadres se sont particulièrement développés. Cela nous renvoie à une deuxième manière de parler du baroque, qui consiste à associer cette définition proprement formelle, plastique, voire stylistique, à une période historique, même si cette période n'a pas été clairement définie par les historiens de l'art. Pour certains, cette période va de la seconde moitié du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle. Pour d'autres, une période moins longue qui s'achève au début du XVIIIe siècle. Et pour d'autres, encore, une période qui commence plus tôt, dès le début du XVIIe siècle, voire dès la fin de la Renaissance. Pour Wölfflin, le baroque est même le style de ce qu'il appelle la dégénérescence. On a pris l'habitude d'entendre sous le nom de baroque le style qui marque la dissolution de la Renaissance, ou, selon une expression plus fréquente, sa dégénérescence. On le voit, comme le classicisme, auquel un excursus de ce cours est consacré, le baroque est une notion flottante, mal définie, et il faut le dire tout à fait anachronique. Le mot de baroque existe bien au XVIIe siècle, mais il n'a pas le sens descriptif, précis, que certains historiens de l'art lui donnent depuis la fin du XIXe siècle. Dérivé du vocabulaire des joailliers, le mot vient du portugais barroco et désigne des perles ou des bijoux dont la forme n'est pas parfaitement régulière. Il s'est ensuite répandu en castillan, barroco, en italien, barocco, et en français, baroque. Ce n'est qu'au milieu du XVIIIe siècle que le terme baroque est utilisé pour décrire les œuvres d'art, mais toujours essentiellement dans un sens métaphorique et péjoratif. En 1749, le livre de contes du joaillier Lazare Duvaux mentionne, je cite, « une terrasse baroque en bronze doré d'or moulu pour une dormeuse, c'est-à-dire pour une boucle d'oreille. » Un an plus tard, dans l'édition augmentée du Dictionnaire étymologique de la langue française en 1750, le dictionnaire de Gilles Ménage, sont appelés baroques les perles et les dents qui sont d'inégale grandeur. Cette définition est reprise par l'antiquaire et théoricien de l'art Johann Joachim Winckelmann en 1755, mais pour parler de ce qu'il appelle un goût baroque, Barockgeschmack, qu'il applique de façon explicitement critique à ce que nous appellerions aujourd'hui l'art rocaille ou rococo. Je vous renvoie à l'excursus spécifiquement consacré à cette notion. Un art qu'il assimile au goût dépravé et corrompu des Français. La traduction anglaise du livre de Winckelmann par le peintre anglais d'origine suisse Henry Fuseli, qui reprend le contenu polémique du livre, est également fondée sur cette signification, je cite, « Ce style de décoration a reçu l'épithète de goût baroque, dérivé d'un mot signifiant des perles et des dents de taille inégale. » Dans son dictionnaire historique d'architecture, le savant Antoine Chrysostome, Quatremer de Quincy, prend ensuite acte du caractère foncièrement normatif et péjoratif de la notion de baroque, une manière excentrique et capricieuse qui se développe selon lui quand les artistes en ont assez de suivre les règles de leur art. La perfection rapide de l'art devait, dit-on, en amener la chute. Le génie parut épuisé par les efforts qu'il avait faits, les yeux s'étaient lassés des formes simples. On appela la simplicité monotonie, la sagesse froideur. L'attachement aux règles parut de la stérilité et l'innovation prit la place de l'invention. On sait assez ce que furent les ouvrages produits sous l'influence de ce principe malfaisant.
Voyez Borromini, qui ne fit donc autre chose que renverser tout le système de l'architecture grecque sans le remplacer par aucun autre. La notion de baroque, comme celle de classicisme ou de classique, est donc trop imprécise et pas suffisamment neutre pour être utilisée sans d'infinies précautions par les historiens de l'art, dans la mesure notamment où elle ne présente pas la même rigueur descriptive que les catégories utilisées en sciences par exemple. On peut donc se demander s'il est vraiment approprié d'utiliser un tel terme péjoratif rétrospectivement pour décrire les œuvres de Pierre de Cortone ou du Bernin par exemple, qui admiraient, eux, et de façon tout à fait explicite, les œuvres d'art antiques et préféraient leur beauté simple et harmonieuse. Pour être peut-être plus critique encore, il est légitime de se demander si cette polarisation entre classique et baroque, classicisme et baroque, existe véritablement au XVIIe siècle, ou au début du XVIIIe siècle, ou, comme l'a suggéré Ernst Hans Gombrich, s'il ne s'agit pas, je cite, du parti pris d'un critique du XIXe siècle qui tient sa conception pour acquise.